Mais le plus dur était que quand elle allait à la chimio, sa mère était dans l'hôpital. Quasi, on passe. Bonjour Gladys, comment ça va? Hello David, ça va et toi? Ça va? Et Pierre, comment ça se passe de ton côté? Tout va bien, comme d'habitude. Yes. Ben moi je suis contente de vous retrouver pour cet échange. Oui, hein, oui, on se voit sans se voir, donc là ça fait du bien un peu de se poser. Moi je suis nouveau en politique et avoir des moments comme ça où je peux apprendre un petit peu des histoires de chacun, pour moi c'est vraiment très très enrichissant. Oui, c'est important, tu sais, les gens voient surtout les personnes engagées en politique, mais derrière il y a des histoires, il y a des parcours de vie, donc c'est bien de pouvoir se poser pour en discuter. Moi je vais te montrer une photo. Celle-ci, quand on arrive en Belgique. Oui, le mariage. Tu te maries? C'était à la ville de Bruxelles, hein? Ouais, ça c'est la grande place de Bruxelles, ouais. Oui, du temps où les voitures passaient même sur la grande place, là, quand j'ai fait le taxi. Et là, c'est une Ardennaise. Les gens à la tête dure, hein, je crois les Ardennais, vous les connaissez, hein, vous entendez parler. Ils se disent toujours une ardeur d'avance, donc j'ai appris à connaître ça. Et les Ardennes sont devenues presque mon monde à moi, parce que on a eu 3 enfants. Et la chose que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on a perdu la première, qui est enterrée aux choses à Champlon, chez ses grands-parents, avec ses grands-parents. Et ça, c'était déjà l'annonce de la résilience. Parce que quand cela arrive, on n'est pas encore mariés, et la plupart des gens peuvent commencer à trembler, se dire mais non, comment on fait? Où la famille peut intervenir, ou de commencer par je suis allé reconnaître la gamine, et ça je le dis parce que vous voulez écouter tout. Dès que l'enfant dépasse une certaine taille ou dépasse un certain poids, il est déclaré. Il est déclaré comme être vivant et tout ça. Et c'était son cas, elle était grande, forte et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a procédé à l'enterrement chez ses grands-parents, dans les Ardennes. Et je lui ai donné un nom, comme d'habitude, mes enfants ont des noms de chez nous, hein, plus les noms d'ici. Donc ici on prend soit les prénoms du père ou de la mère, on l'ajoute au prénom que nous on a choisi. C'est comme ça qu'elle, on l'a appelée, ça me fait rire parce que c'est Isabelle qui travaille avec moi, elle s'est appelée Isabelle. Alors, et puis les noms de chez nous, hein, Isabelle Pandangila, donc celle qui ouvre la voie, compagnie. Et quand on va dans les Ardennes, on trouve son petit qui est là, et jusqu'à aujourd'hui, bien entretenu. Mais ça, je n'en parle presque jamais. Et après, on s'est mariés. Alors là, il y a eu les 3 castards, ma fille, Christelle, et puis Vincent, qui est un peu plus connu que moi, et François, qui aurait pu être encore plus connu. Mais ma fille, elle a battu le record de Belgique de triple saut. À l'Excelsior. À l'Excelsior, chez les Espoirs. Elle était prête à monter dans tout. Mais il lui est arrivé l'envie de faire l'université dans l'ancien temps. Et puis, elle est passée par une phase d'une menace d'un cancer de lymphocyte, comme on dit, je crois. Alors là, c'était une chance terrible, parce que quand elle a dit j'ai mal et tout ça, je l'amène chez notre médecin de famille. Une semaine après, elle se plaint encore. J'ai la chance d'être là encore. Je l'amène chez le médecin qui fait faire des examens de sang et tout ce qu'on veut. Et là, on constate qu'il y avait un début d'un cancer.
Et ça, c'était très 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 dur parce qu'en ce moment-là, son frère Vincent venait de partir en Allemagne. Donc je faisais Hambourg, Bruxelles et tout ça, puis je travaillais et ainsi de suite. Et la chance, c'est que en 6 mois de temps, on a constaté que le problème s'arrêtait. Et quand on voulait arrêter chimio et autres, il y a un médecin qui a dit non, il ne faut pas arrêter maintenant, il faut continuer comme c'était prévu un an. On ne sait jamais qu'il y ait une rechute. C'est comme ça que quand il y avait Télévie, elle est passée il y a longtemps, hein, là il acceptait encore, maintenant ça ne vaut pas la peine d'être tout le temps. Elle est passée à la télévision. Et Vincent l'avait surprise en faisant un duplex. Bon, évidemment, ça fait pleurer beaucoup de gens. Hein. Et là, ça devenait difficile, il fallait gérer ça. Ses copines se sont rasées les cheveux pour lui montrer que demain on pourrait lui raser les cheveux. Mais elle n'a jamais été, les cheveux ne sont jamais tombés. Mais le plus dur était que quand elle allait à la chimio, sa mère était dans l'hôpital. On passe. Alors la surprise qu'elle me fera, c'est quand je vais l'inscrire à la VUB, j'arrive, je vois la facture. La facture est plus élevée que ce que je pensais. En fait, elle avait pris deux inscriptions. Ingénieur commercial, donc Solvay, et communication. Bon, j'ai même pas discuté parce que je me dis, si ça lui plaît, le plus important c'est sa santé, le reste. Eh bien, elle a réussi les deux à la même année. Et elle laisse tomber Solvay, elle continue avec la communication. Donc vous voyez comment les gens peuvent parfois s'éprouver pour se sentir bien. Tu parlais de résilience tout à l'heure. Oui. On est en plein dedans toujours, ça reste toujours bien prégnant. C'est vraiment, vraiment marquant cette résilience-là, mais en fait depuis, je pense que depuis que tu es né, en fait, ça n'a jamais cessé. Et dans tout ça, je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs parents, moi j'ai pas encore cette grâce-là d'être parent, mais qui ont vécu des choses que seuls les parents, je pense, peuvent comprendre. Et moi je vais te poser la question, c'est quoi avec cette histoire, avec ce background, d'arriver ici en Belgique et de devoir élever maintenant 3 enfants dans ces conditions qui ont tous les 3 réussi. Et j'imagine que ça doit être ta fierté au jour d'aujourd'hui, mais à quel point ça peut être dur? Qu'est-ce que tu as vécu en fait? Ah oui, ça je crois que c'est pour ça que je parle toujours. Maintenant je peux me le permettre, hein, quand je prends parole devant des parents qui accompagnent les enfants au sport et tout. Bon, je peux leur dire parfois tranquillement, écoutez, vous les garçons, vous êtes tous ici, mais sachez que le chemin est long. Ne commencez pas à terminer votre boulot et aller boire un verre avec des copains. Le vrai boulot se trouve là. Quand vous avez fini le boulot, ce sont les enfants. Vous boirez votre verre peut-être 10 ans plus tard. Et il n'est pas question que les enfants réussissent dans le sport, nécessairement, mais il est question que les enfants fassent du sport. Parce que ça leur procure un certain bonheur. Et parfois, malheureusement, c'est au détriment des caprices des parents. C'est-à-dire les promenades, les rencontres avec des amis et tout ça. Parfois, c'est ça. Je n'en donne que pour exemple, nous, on suivait 3 sportifs. Ben, je peux le dire aujourd'hui, j'ai dit à leur maman un jour, parce qu'il y a parfois des moments de nervosité, je lui ai dit, ici on a un problème, on a 3 champions. Et quand vous avez des gens qui ont des attitudes de champions, c'est des gens qui voient les choses autrement. Déjà, entre eux, il n'y a pas un qui se laisse faire. Ça, c'est une réalité. Parce que chacun croit qu'il a raison. Bon, évidemment, moi, je ne suis pas de la nature à exploser trop vite.
Mais leur maman, de temps en temps, elle était prise au jeu des gamins. Et c'est ainsi qu'un jour je lui ai dit, ceux-là, on a affaire malheureusement ou heureusement, à 3 champions, donc ils ne peuvent jamais l'un ou l'autre écouter subir. Oui. Mais ils s'entendaient très bien, les enfants. Mais nous, on a mis beaucoup de temps là-dedans. C'est ainsi que leur mère s'était aussi transformée en juge d'athlétisme. Les fameux juges, là. Ben, elle s'est formée. Pourquoi? Pour réduire le temps de compétition. Parce que le temps de compétition en athlétisme, tu peux arriver le matin, tu quittes le soir. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de juges. Telle discipline ne commence pas parce qu'on attend un juge qui vient de... Ah, ok. Oui. Je ne connais pas du tout l'athlétisme. Donc, elle avait fini par être juge en athlétisme. Mais elle était plus émotive que moi. Donc, ça pouvait devenir des disputes entre elle et sa fille. Hein? J'en donne pour exemple, un jour, ma fille est en train de faire comment on appelle ça, c'est une compétition. Pentathlon. Pentathlon. Bon. Oui, tu as fait de l'athlétisme. Oui, un petit peu. Et dans le même club que Christelle en plus. Ah, ok. Oui, à l'Excelsior également. Vous êtes déjà presque le soir. Il reste une discipline. Elle est en tête. Il reste le saut en longueur. Eh bien, elle a un entraîneur complètement, je ne dirais pas fou, mais il est fou des records. Monsieur Houben. Je n'ai pas connu. Ah oui, il y a un entraîneur quand même qui a fait beaucoup de champions ici en Belgique et tout ça. Mais ma fille est devenue son rêve. Il reste juste le saut en longueur. Elle va, elle mord une fois. Elle va, elle mord une deuxième fois. Mais pour moi, elle peut même aller simplement enjamber, elle gagne. Mais pour l'entraîneur, il faut faire encore un record ou mieux et tout ça. Ben, quand elle va la troisième fois, elle mord. Mais alors, imaginez sa maman. Bon, pour moi, ça fait partie. Hein? Et puis un jour, elle est à Dour. Là, moi, je ne suis pas, c'est sa maman, parce qu'il y a toujours quelqu'un avec les enfants. Il fallait que moi, j'ai accompagné ceux qui étaient au football ici. Elle était déjà à Dour avec ma fille, que j'allais rejoindre. Mon téléphone sonne. Ben, il a donné le téléphone. Elle dit Papa, j'ai gagné le record de la salle de Dour. Ma fille a battu le record du saut en longueur à Dour. Bon, ça te fait plaisir. Et puis tu vas la rejoindre. Là, tu vas les trouver les deux, hein, qui sont en fête. Hein. Mais ça fait partie, ça fait partie. Mais seulement, je conseille toujours à tous les jeunes qui suivent leurs enfants aujourd'hui, qui mettent au monde des enfants. Moi, je suis déjà papy, donc je peux me permettre de le dire. Je le fais souvent en public. Dès que vous commencez à avoir vos enfants, dès qu'ils commencent à vouloir jouer, s'amuser, ben vous devez être là. Vous n'avez rien d'autre à foutre le soir que suivre vos enfants et revenir avec. Je sais que les parents s'arrachent la tête, les cheveux pour être à gauche, à droite pour leurs enfants. Tant mieux, qu'ils sachent que ce n'est pas perdu. Ils donnent aux enfants la possibilité de respirer autrement. Et d'ailleurs, dans la charte de l'enfance, droit de l'enfance, il y a l'obligation que les parents garantissent les jeux pour les enfants. Ben, si on a écrit ça, c'est que les enfants ont besoin de jouer. Hein. Il ne faut pas les laisser en train de jouer avec leurs doigts sur des petites machines ici. Ouais. Franchement, je ne sais pas ce que toi t'en penses déjà de cette... C'est là, je me dis que je ne fais pas les choses trop mal, là, parce que je fais déjà du sport à 3 ans, donc a priori, je suis sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Je lisais ton livre sur du Congo à Gensoren,
Et il y a cette phrase que tu dis je suis le fils d'un chef. Et il y a cette photo que je te montre ici. Tu dis Ah oui. Je suis le fils d'un chef. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non, mais ça veut dire que la relation entre humains, la relation entre le dirigeant, entre guillemets, et ceux qu'il dirige est une relation pour moi tout à fait différente de ce que les gens pensent, qui sont presque des dictateurs face à ceux qui travaillent avec eux. Non, je descends d'une famille de chefs. Depuis mon enfance, j'ai appris à gérer, je dirais même le stress. J'ai appris à vivre avec du monde autour de moi, sans pour autant, maintenant c'est parce que tu as sorti une photo comme ça, mon père était chef aussi, mais il vivait loin, loin, loin de là où, de sa chefferie. Bon, aujourd'hui, moi je suis ici en Europe, mais ce que j'ai reçu des miens, surtout de ma grand-mère, qui était, elle, une femme, qui avait reçu le sceptre du pouvoir de son père. Là, c'est le côté maternel. Ce que j'ai reçu d'eux, c'est cette capacité d'écouter. Ma grand-mère pouvait parfois m'appeler pendant qu'elle jugeait les gens à Kinshasa, ceux de son clan. Et justement, oui. Donc ton entourage, les choses que tu as vécues au Congo, ont contribué à forger la personne que tu es. Tu es arrivé ici comme réfugié politique, ici en Belgique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période-là? J'ai un mot en tête, Kitona. Qu'est-ce que cela t'évoque? Kitona évoque pour moi un cauchemar vécu trop jeune. Mais par la suite, Kitona fait de moi quelqu'un de résilient. Parce qu'il fallait le vivre et s'en sortir et arriver où j'en suis aujourd'hui. Kitona, c'est 206 étudiants embarqués depuis Lubumbashi, violentés, amenés à Kinshasa par avion, à 1600 km, et puis de Kinshasa, amenés à Kitona, 600 km, 500 à 600 km par avion. Et aller là, échouer là, pendant 13 mois et 15 jours, les études arrêtées, fatalement, tenue militaire, discipline militaire, mais la fameuse discipline, quand vous arrivez, on vous présente comme des rebelles pendant qu'il y a la guerre qui avait déjà commencé à l'Est, mais là c'était encore une autre étape. Mais vous imaginez bien que les militaires qui partent en guerre, on leur amène les rebelles du côté où ils partent, ce que ça fait. Donc il y a la violence. Et ils sont convaincus que vous êtes réellement des rebelles. Mais plus tard, ils apprendront que non, vous n'êtes pas des rebelles, vous êtes des étudiants. Donc fatalement, leurs frères, cousins, tout ce qu'on veut, embarqués depuis Lubumbashi. Vous avez vécu quoi t'as vécu quoi comme violence là-bas concrètement? Oh, mais la violence, dès qu'on nous a pris de Lubumbashi, où nous étions enfermés dans une salle de classe à 50 et des trucs comme ça, la violence a commencé là. C'est-à-dire, vous allez pour prendre l'avion, sur votre chemin, on prétend vous déposer pour marcher ou aller accéder à un endroit, mais vous ne savez pas qu'il y a des militaires qui sont tout autour, qui n'attendent que ça pour vous taper. Et là, vous êtes désarmé, vous ne pouvez pas réagir. C'est ce qui nous est arrivé quand on a quitté le Lubumbashi, à Kinshasa. Ben, ils sont passés avec nous par le camp militaire. Et nous croyons qu'on changeait de bus ou ceci. Non, le bus s'est arrêté, il avance, il va un peu plus loin, ou non, on ne voit pas, mais toutes les familles qui sortaient du camp militaire, les militaires s'en sont donnés à cœur joie, taper, mais là tu es désarmé. Le capitaine qui nous a amenés, c'est un garçon qui avait étudié ici, à l'école royale militaire, il nous a dit ne réagissez pas. Parce que si vous réagissez, les choses peuvent devenir d'une violence incontrôlable. Alors, on n'a pas réagi. On venait d'une période où l'on préparait les examens de fin d'année. Ça veut dire qu'il y avait très peu qui avaient la capacité d'être des sportifs, d'avoir la force d'un sportif.
Donc voilà, on nous faisait courir, il y en a qui étaient presque asphyxiés, tout ça, on tapait. Et puis après, on rentre dans le bus. Et ce bus nous amène où? Ce bus nous amène au camp militaire où le président Mobutu avait sa résidence. Il avait pris la résidence dans le camp militaire. Et là, c'était encore très violent. Parce que là, les militaires vous voient arriver, on dit que ce sont des rebelles et tout ça. C'était violent. On est resté dans le bus, il ne fallait pas bouger. Et ça hurlait de tous côtés. Tu les voyais déjà avec leurs armes et tout ça. Ils partaient en guerre. Et c'est une atmosphère complètement surnaturelle. Et puis, on nous a amenés dormir dans des tentes qui étaient montées sur de l'herbe et tout ça, de la broussaille. Et la nuit, tard la nuit, il y avait quelqu'un qui se baladait. C'était Mobutu qui passait pour voir simplement si le camp est calme. Bon, pour voir sa victoire, évidemment. Et puis viendra un moment qui me sera difficile à oublier, quand le capitaine est venu, un capitaine de ceux-là, pas de celui qui nous a amenés. Celui qui nous a amenés, pour lui, c'était terminé. Dès qu'on était à Kinshasa, c'était fini. Un capitaine arrive, m'appelle, il crie Pierre Compagnie. Ben, tu te dis, nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors que nous sommes en train de dormir, nous sommes nombreux. Je me lève, c'est moi. Il part avec moi pour aller me demander si j'étais le meneur. Parce qu'ils demandent, mais ils disent que c'est toi le meneur. C'est pas de se demander, en fait, ils veulent que tu dises le contraire ou que tu acceptes. Seulement, ce qu'il y a de pire là-dedans, c'est que les images commencent à passer. Les gens qu'on a jetés dans le fleuve, parce que le fleuve coulait pas loin de là. Les gens qu'on a jetés dans le fleuve, avec une pierre attachée au cou pour qu'ils s'enfoncent, et bon, et tout ce qui peut se passer dans le fleuve, hein, les crocodiles et autres. Et là, tu te dis, je ne sais pas à quoi on veut en venir. Donc, on me questionne, on écrit des trucs, et puis, il me ramène dans la tente. Mais maintenant, imaginez l'état de tension pour ceux qui sont restés dans la tente. Quand ils voient un des leurs qui disparaît pendant un si long moment. Ils ne dorment pas. Ils sont en train d'attendre. Et puis tu reviens, ben, tu dors en sachant que qu'il faut faire attention. Si on t'a repéré, qu'est-ce qui peut arriver? Ben, la chance, c'est que tous ces étudiants qui étaient, parce qu'on est parti par vague de 60, 100 et tout ça pour arriver à Kinshasa, moi j'étais parmi les premiers, mais la chance c'est que parmi les étudiants, il n'y a pas eu des traîtres. Il n'y a pas eu ceux qui vendent les uns et les autres pour se tirer d'affaire. On est restés solidaires, on vivait une aventure commune. Et seulement, bon, je devais calmer des étudiants à Lubumbashi. Je suis monté sur des voitures qui étaient brûlées pour parler à haute voix. Mais tout ça, ça reste. Hein, et comme c'était parti unique, la jeunesse du parti unique en a fait son beurre. Donc dénoncer les uns et les autres et ainsi de suite. Et Pierre, justement, tu as indiqué qu'on t'avait posé la question de savoir si tu étais le meneur ou pas. Oui. L'étais-tu? Ben, je ne me prenais pas pour meneur, mais j'étais la personne la plus vue, la plus en vue. Parce que c'est moi qui ai crié aux uns et aux autres de se calmer, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Donc, à la limite, j'ai canalisé. Et le fait de canaliser, dans une manifestation pareille, tu es toujours le meneur.